exactement les mêmes. C'est la même variété, c'est la même chose. Nous, ils nous en ont donné parce que bon, voilà. Et ça vient du même endroit. En plus, vous avez le ruisseau pour arroser. Tout à fait. Quand il y a de l'eau, oui. Parce qu'il y a des années, il n'y a pas d'eau. Non, mais c'est vrai. Dès le temps où notre récit est arrivé, il paraît, je l'ai su depuis, que la nièce de Jupien avait changé d'opinion sur Morel et sur Monsieur de Charlus, mon mécanicien, venant au renfort de l'amour qu'elle avait pour Morel, lui avait vanté comme existant chez le violoniste des délicatesses infinies auxquelles elle n'était que trop portée à croire. Et d'autre part, Morel ne cessait de lui dire le rôle de bourreau que Monsieur de Charlus exerçait envers lui et qu'elle attribuait à la méchanceté, ne devinant pas l'amour. Elle était, du reste, bien forcée de constater que Monsieur de Charlus assistait tyranniquement à toutes leurs entrevues. Et venant corroborer cela, elle entendait les femmes du monde parler de l'atroce méchanceté du baron. Or, depuis peu, son jugement avait été entièrement renversé. Elle avait découvert chez Morel, sans cesser de l'aimer pour cela, des profondeurs de méchanceté et de perfidie, d'ailleurs compensées par une douceur fréquente et une sensibilité réelle. Et chez Monsieur de Charlus, une insoupçonnable et immense bonté mêlée de dureté qu'elle ne connaissait pas. Ainsi, n'avait-elle pas pu porter un jugement plus défini sur ce qu'était, chacun en soi, le violoniste et son protecteur, que moi sur André, que je voyais pourtant tous les jours, et sur Albertine qui vivait avec moi. Les soirs où cette dernière ne me lisait pas à haute voix, elle me faisait de la musique ou entamait avec moi des parties de dames ou des causeries que j'interrompais les unes et les autres pour embrasser. Nos rapports étaient d'une simplicité qui les rendait reposants. Le vide même de sa vie donnait à Albertine une espèce d'empressement et d'obéissance pour les seules choses que je réclamais d'elle. Derrière cette jeune fille, comme derrière la lumière pourprée qui tombait au pied de mes rideaux à Balbec, pendant qu'éclatait le concert des musiciens, se nacraient les ondulations bleuâtres de la mer. N'était-elle pas en effet, elle, au fond de qui résidait de façon habituelle une idée de moi si familière qu'après sa tante, j'étais peut-être la personne qu'elle distinguait le moins de soi-même. La jeune fille que j'avais vue la première fois à Balbec, sous son polo plat, avec ses yeux insistants et rieurs, inconnue encore, mince comme une silhouette profilée sur le flot. Ces effigies gardées intactes de la mémoire, quand on les retrouve, on s'étonne de leur dissemblance avec l'être qu'on connaît. On comprend quel travail de modelage accomplit quotidiennement l'habitude. Dans le charme qu'avait Albertine à Paris, au coin de Montfeu, vivait encore le désir que m'avait inspiré le cortège insolent et fleuri qui se déroulait le long de la plage et comme Rachel gardait pour Saint-Loup. Et comme Rachel gardait pour Saint-Loup, même quand il lui fait quitter le prestige de la vie de théâtre, en cette Albertine cloîtrée dans ma maison, loin de Balbec, d'où je l'avais précipitamment emmenée, subsistaient les mois le désarroi social, la vanité inquiète, les désirs errants de la vie de belle-mère. Elle était si bien encagée que certains soirs, même, je ne faisais pas demander qu'elle quittât sa chambre pour la mienne. Elle, que jadis tout le monde suivait, que j'avais tant de peine à rattraper filant sur sa bicyclette et que le liftier même ne pouvait pas me ramener, ne me laissant guère d'espoir qu'elle vînt et que j'attendais pourtant toute la nuit, Albertine n'avait-elle pas été devant l'hôtel comme une grande actrice de la plage en feu, excitant les jalousies quand elle s'avançait dans ce théâtre de nature, ne parlant à personne, bousculant les habitués, dominant ses amis. Et cette actrice si convoitée, n'était-ce pas elle qui, retirée par moi de la scène, enfermée chez moi, était à l'abri des désirs de tous qui désormais pouvaient la chercher vainement
tantôt dans ma chambre, tantôt dans la sienne, où elle s'occupait à quelques travaux de dessin et de ciselure. Sans doute, dans le premier jour de Balbec, Albertine semblait dans le... Il fait combien chez vous l'hiver? Sans doute, dans les premiers jours de Balbec, Albertine semblait dans un plan parallèle à celui où je vivais, mais qui s'en était rapproché quand j'avais été chez Albertine. Puis l'avait rejoint au fur et à mesure de mes relations avec elle, à Balbec, à Paris, puis à Balbec encore. D'ailleurs, entre les deux tableaux de Balbec, au premier séjour et au second, composaient les mêmes villas d'où sortaient les mêmes jeunes filles devant la même mer. Quelle différence! Dans les amis d'Albertine du second séjour, si bien connus de moi, aux qualités et aux défauts si nettement gravés dans le visage, pouvais-je retrouver ces fraîches et mystérieuses inconnues qui jadis ne pouvaient, sans que bâtit mon cœur, faire crier sur le sable la porte de leur chalet et en froissant au passage les tamaris frémissants. Leurs grands yeux s'étaient résorbés depuis, sans doute, parce qu'elles avaient cessé d'être des enfants, mais aussi parce que ces ravissantes inconnues actrices de la romanesque, première année, et sur lesquelles je ne cessais de quêter des renseignements, n'avaient plus pour moi des mystères. Elles étaient devenues pour moi, obéissantes à mes caprices, de simples jeunes filles en fleurs, desquelles je n'étais pas médiocrement fière d'avoir cueilli, dérobé à tous, la plus belle rose. Ah, mais c'est un charmant monsieur. Bon. C'est héroïque. Je-